nouvelle façon de voyager. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à ce journal du soir. Début ce matin, à l'hôtel Radisson Blu, d'une formation à l'intention des journalistes des médias publics et privés et aussi des radios communautaires initiée par la Commission électorale nationale indépendante CENI avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. D'autres détails avec Ralia Sami et Moumouni Abdou. Cette séance de formation et de sensibilisation des journalistes sur leur rôle dans le processus électoral est initiée par la Commission électorale nationale indépendante CENI en collaboration avec le PNUD. Et c'est la toute première du genre. Et elle vise un objectif bien déterminé. La formation, l'information et la sensibilisation sont des préalables clés à tout processus électoral qui se veut inclusif et impliquant la participation des citoyens. Les thèmes suivants seront développés par des spécialistes de la CENI elle-même, puis par des personnes ressources choisies en raison de leur qualification. Le dispositif communautaire de la communication de la CENI, la communication en période électorale, le contentieux de la liste électorale et celui des scrutins, la programmation et le contenu des messages. Vous aurez également à échanger avec les membres de la CENI sur le processus électoral en général, conformément à la mission de l'institution. Tout cela devrait contribuer à renforcer vos capacités, votre efficacité en matière de formation, d'information et de sensibilisation des citoyens. L'objectif visé à travers cet atelier de 48 heures organisé par la CENI et le PNUD via le Fonds de consolidation de la paix doit préciser comment planifier une stratégie pérenne pour l'éducation électorale à travers les programmes radiophoniques, promouvoir les relations publiques en période électorale. Les relations publiques étant l'ensemble des méthodes et techniques utilisées pour communiquer sur les réalisations atteintes, promouvoir l'image de marque, susciter l'attraction et favoriser les bonnes relations. Au sortir de cet atelier qui durera 2 jours, les journalistes verront leur capacité mieux renforcée sur les thématiques clés du processus électoral de notre pays. Ils sauront alors mieux traiter les informations en période électorale. Avant de poursuivre ce journal, notons que le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, vendredi 17 juillet 2020, dans la salle habituelle des délibérations, sous la présidence de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à son ordre du jour, le Conseil a pris plusieurs décisions. Nous y reviendrons en détail demain. Cela dit, l'insécurité impacte-t-elle sur les investissements en matière de développement, notamment pour ce qui est des programmes en faveur des jeunes? Réponse avec le président du Conseil national de la jeunesse. Suivez cet extrait. Vous le savez, le contexte sécuritaire de notre pays est en train d'handicaper beaucoup de secteurs, notamment le secteur de la jeunesse. Cette année, le budget total du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui est notre ministère de tutelle, s'élève à 2 milliards 800 et quelques millions, y compris les salaires, qui s'élèvent à peu près 680 millions. Donc c'est pour vous dire que ce nombre de 3 milliards qui est destiné à la jeunesse, ça veut dire que dans les milliers de milliards, c'est que 3 milliards pour le ministère de la Jeunesse et des Sports, ce qui est insignifiant, parce que c'est quand même 2 domaines, jeunesse et sport. Vous savez que le sport consomme beaucoup. Aujourd'hui, rien que le football, 3 milliards n'est pas suffisant, rien que pour le football. Donc il va falloir que des réaménagements
sérieux puisse être effectué dans les prochains mois, dans les prochaines années. Simplement parce que, quand vous regardez tout ce qui se passe aujourd'hui, le Niger tout entier est endeuillé parce que des jeunes qui ont basculé dans les groupes extrémistes ont attaqué nos positions militaires et ont tué plus de 70 de nos militaires, ce qui est inadmissible. Donc, voyez-vous, si on investit suffisamment dans la jeunesse nigérienne, je peux vous assurer que on n'aura pas à injecter d'argent dans l'armée, et en tout cas dans les armes. Parce que pour faire taire les armes, et c'est d'ailleurs le souhait du chef de l'État, il l'a dit lors du sommet continental sur la paix, que les armes se taisent. Or, pour que les armes se taisent, il faut que les jeunes soient occupés, il faut qu'on donne espoir à la jeunesse nigérienne. Donc avec 3 milliards, vous conviendrez avec moi que le défi est très loin d'être relevé. Et d'ailleurs, la conférence des ministres de la jeunesse et des sports, la CONFEJES, a toujours plaidé, en tout cas dans les pays francophones, pour qu'un minimum de 5% du budget soit alloué au secteur jeunesse. Donc, quand 3 milliards ne fait rien, quoi, c'est 0,0 quelque chose. Ça veut dire que des efforts doivent être consentis par les élus qui peuvent dire, écoutez, nous pensons qu'une population qui est majoritaire doit être prise en compte dans le budget. Parce que le budget ne reflète pas malheureusement la population jeune que nous représentons. Plus de 75% de la population est jeune, à moins de 35 ans, mais le budget qui est alloué à ce secteur reste à désirer. On veut que ça soit rehaussé de manière significative. Et pour ce faire, la meilleure façon, c'est d'engager les jeunes en politique. Souvent, quand on parle aux jeunes, intéressez-vous à la politique, ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que ceux qui décident aujourd'hui du budget, c'est des élus, c'est des députés. Les jeunes peuvent décider que pour les échéances électorales de 2020, d'être candidat au niveau des municipalités, d'être candidat au niveau de la députation. Vous pensez que si les députés nationaux, si on a plus de 80% de députés qui ont moins de 35 ans, mais lorsque le budget va être présenté à l'Assemblée, ça va être un refus catégorique s'il n'y a pas un réaménagement. Donc c'est bien possible de le faire. Mais il ne s'agit pas juste de parler sur les médias. Non, on l'a fait. On participe même aux discussions budgétaires. Mais lorsque le politique vous dit il y a de l'insécurité, nous devons injecter suffisamment d'argent pour acheter des armes, qu'est-ce que vous allez dire? C'est ça le problème aujourd'hui. Les secteurs sociaux sont délaissés au détriment de l'insécurité, malheureusement. Donc, au détriment de la sécurité, donc il va falloir que les jeunes fassent de la politique. Et je peux vous assurer que dans tous les pays où un budget conséquent est allé au secteur jeunesse, c'est parce que les élus au niveau des parlements sont majoritairement jeunes et ont une vision qui consiste à investir suffisamment dans la jeunesse. Et c'est de cela que nous avons besoin. Et pour ce faire, la meilleure issue qui est rapide et qui est sûre, c'est de s'intéresser à la fin de la politique. Instrument de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, la Halcia a pour mission de prévenir aussi tous ces fléaux que sont la corruption et les infractions assimilées. De ce fait, elle est appelée à travailler avec d'autres structures, notamment les médias. Comment devraient être les rapports médias et Halcia? Réponse dans ce texte. Le défi primordial, ça nous paraît extrêmement important que les médias en tant qu'acteurs et essentiel au sein de la communauté participent à cette entreprise. Ils le font et chacun de son côté, les médias font l'activité d'information, de sensibilisation et de promotion des valeurs. Ce qu'on veut maintenant, c'est vraiment se mettre ensemble pour travailler ensemble et pouvoir lutter contre cette criminalité. Il y a plusieurs types de moyens à travers les investigations que nous menons sur des cas de corruption. Et dans ce cas, la loi adoptée en 2016 ouvre une large gamme de prérogatives à la Halcia pour mener ces investigations dans le cadre de la lutte contre la corruption. Et dans ce cadre, nous avons la possibilité d'auditionner, d'interpeller. Nous avons la possibilité de regarder les comptes des mises en cause. Nous avons la possibilité de prendre des mesures conservatoires. Nous avons la possibilité de nous saisir nous-mêmes d'office des cas de corruption. Donc ce sont des prérogatives qui sont importantes, qui sont dévolues à la Halcia. Il y a aussi l'autre côté préventif, le côté
une meilleure connaissance du phénomène pour pouvoir lutter contre, à travers des études, à travers des sensibilisations, à travers la mise en place d'outils pertinents pour la promotion des comportements favorables à la lutte contre la corruption. Donc la HALCIA, c'est deux pans essentiels. Il y a la prévention, il y a également les investigations. On continuera à faire l'information et la communication sur les actions que nous menons. Il faut rompre le silence sur autant les activités de prévention que les activités d'investigation. Il faut informer la communauté, il faut informer la population. La HALCIA a un devoir de redevabilité sociale. Donc il faudrait que, on nous a fait longtemps le reproche de ne pas communiquer beaucoup. On veut de plus en plus amplifier les actions que nous menons, de plus en plus les vulgariser auprès de l'opinion. Et nous savons que si l'opinion a connaissance, elle aura plus conscience de ce qu'on fait et elle peut agir plus efficacement. Parlons d'autre chose à présent, notamment de la création des associations pilules à l'image des partis politiques. En fait, les associations et autres regroupements tirent normalement leur essence dans la recherche du bien commun. Qu'en est-il vraiment? Réponse avec Kakatouda de Alternative Espace Citoyen. Les organisations, en tout cas, c'est vraiment un regroupement, au moins de 2 personnes. Dont la finalité normalement c'est vraiment à but non lucratif. Cela suppose que les gens ne créent pas vraiment des associations pour s'enrichir, pour faire des bénéfices. Donc ça c'est à l'opposé des entreprises dont vraiment la finalité c'est faire du bénéfice, c'est vraiment recréer la richesse, la production de la richesse, et puis l'objectif c'est de chercher vraiment les bénéfices. Donc pour les organisations, vraiment les organisations qui se créent, en principe du point de vue de la loi, les gens ne font pas de bénéfices. Oui, c'est vrai, ils régénèrent aussi également des ressources, parce que là, d'abord, c'est les cotisations des membres, c'est les cotisations vraiment des partisans. Il y a aussi des sympathisants qui donnent aussi souvent des subventions ou qui donnent des dons. Il y a des dons, il y a des legs. Ça, c'est permis par la loi. Mais cela, vous ne pouvez pas la transformer en une sorte de l'intérêt personnel ou de votre intérêt personnel. Mais si c'est l'intérêt vraiment de l'association qui est vraiment un bien commun, cela n'est pas du tout interdit. Par exemple, quand vous prenez des organisations qui sont au sein du cadre de concertation et d'action, ce sont des associations à but non lucratif, mais qui font souvent des combats politiques. Il faut que les gens fassent la différence entre la politique politicienne, la politique partisane et la politique qui consiste à vraiment travailler, à sensibiliser les populations pour faire changer les situations d'être, pour faire changer de... Oui, en cela nous faisons de la politique, mais ce ne sont pas de la politique politicienne ni de la politique partisane. Mais il se trouve malheureusement qu'aujourd'hui, même la loi, ceux qui sont censés appliquer la loi, sont en train d'instrumentaliser souvent des organisations. Vous voyez, on parle des organisations proches du pouvoir, des organisations proches de l'opposition. Cela n'est pas en soi un problème. On a vu dans ces pays, au fort moment par exemple de Tazerche, rappelez-vous, les syndicats qui sont vraiment, dont le rôle c'est vraiment la défense des intérêts matériels et moraux de leurs membres, se sont coalisés avec les organisations de la société civile, avec les formations politiques, et là l'objectif c'était vraiment la défense de la démocratie. C'est pourquoi vous allez voir souvent ces regroupements, donc les gens se retrouvent ensemble. Mais normalement, tant que le problème n'est plus là, en principe chacun doit retourner. Le ministre de la Renaissance culturelle, des arts et de la modernisation de l'État a parrainé hier soir une cérémonie de vernissage d'une nouvelle collection du journaliste écrivain Kyo Koudizé intitulée Le Niger contemporain. Découvrons ensemble cet ouvrage dans ce reportage. Le Niger contemporain, c'est la toute nouvelle œuvre du journaliste écrivain nigérien Kyo Koudizé, qui est à l'honneur ce soir à travers cette cérémonie de vernissage.
Une œuvre dans laquelle l'auteur a présenté au public sa collection qu'il vient d'éditer retraçant l'évolution politique du Niger de la colonisation à nos jours. Pendant toute la période coloniale, vous comprenez bien qu'on dit que l'histoire de la chasse est racontée par le chasseur. Donc ça se fait au détriment du gibier. Le colon dit de nous ce qu'il veut bien nous faire paraître. Mais même à notre niveau, il s'est trouvé que par esprit de pudeur, nos aînés n'ont pas voulu, excusez-moi de la pique, mais nos aînés n'ont pas voulu dans beaucoup de cas témoigner. Il m'a été donné de tenter de convaincre un certain nombre de personnalités pour leur dire d'écrire leur mémoire. Ils ont été acteurs, ils ont été témoins de beaucoup de choses, de beaucoup de faits, de beaucoup d'événements. Il serait bon qu'en tant qu'acteurs ou en tant que témoins, qu'ils puissent déposer leur témoignage au bénéfice de la génération ou des générations à venir. Mais j'insiste pour dire qu'il est difficile en quelques minutes, même pour un journaliste, de résumer 1744 pages. Le ministre de la Renaissance culturelle n'a pas manqué de saluer la bravoure de cet écrivain journaliste. J'ai essayé de lire un seul tome parce qu'ils sont tellement volumineux, c'est pas toujours qu'on puisse créer le temps au Niger, c'est pas notre faute. Si on cache le paradis dans les ouvrages, les Nigériens ne seront certainement pas au rendez-vous. Alors j'ai lu quelques-uns, j'ai lu le tome 2, j'ai vu des références. Et je sais que dans les autres tomes, vous allez trouver des personnalités ou une chronologie de l'histoire insoupçonnée. Tous les directeurs généraux des sociétés qui ont existé au Niger, vous les trouverez dans ces ouvrages. Tous les ministres, tous les premiers ministres, toutes les personnalités qui ont eu à un certain degré une responsabilité dans notre pays sont dans ces ouvrages de Aboubakar Kiyokoudoujé. Et avec des références, des arrêtés, des décrets qui les nomment pour certains cas. Donc ce travail peut être qualifié d'un travail scientifique. En somme, de quoi s'agit-il? Moi, pour que je puisse justifier que je sois content, je prends juste un aspect. Ce que ces 3 tomes vous permettent de connaître votre histoire. Or, dans le cadre de la Renaissance culturelle, la connaissance de notre histoire fait partie des conditions sine qua non de concevoir des politiques, d'avoir des références qui nous permettent de changer. Et donc chacun de ces ouvrages participe de cette connaissance de notre histoire. Je voudrais enfin dire que ces ouvrages doivent se retrouver dans tous les rayons des bibliothèques. Pour notre part au ministère, on va aller doucement, mais on va commander. Notons qu'à la fin de la cérémonie de vernissage, le ministre a rassuré que ces ouvrages seront mis à la disposition des bibliothèques dont ils sont en charge, sans oublier d'encourager les journalistes dans leur métier. Bon vent et plein succès à l'ouvrage Le Niger contemporain de Tuyo Okudizi. Nous restons dans le domaine de la culture pour parler cette fois-ci de la musique. On assiste ces dernières années à une révolution musicale dans notre pays. Les jeunes artistes se débrouillent pour être au même niveau du moins que les artistes d'autres pays, sinon d'autres continents. Notre stagiaire Charifatou s'est penché sur la question. L'inspiration étant source de créativité chez un artiste n'est pas ce qui manque chez les artistes nigériens. Depuis une décennie, l'art artistique du Niger connaît une évolution élevée, au point où créer est devenu une passion. Les artistes n'ont pas de difficultés pour créer.
en tout cas de mon point de vue, puisque la créativité d'abord est liée à l'inspiration et au feeling et au professionnalisme de l'artiste, mais ce qui est primordial, c'est l'inspiration. Et l'inspiration, de façon schématique, si tu veux artistiquement parler, vient de l'observation des phénomènes. Donc je crois bien que ça n'a pas besoin de conditions matérielles ou de dispositions des fois psychologiques pour créer, même si peut-être quelque part on peut parler de dispositions psychologiques. Mais dans le fond, un artiste, il s'inspire, n'est-ce pas, donc de la nature, il s'inspire des relations sociales, il s'inspire de la géographie, que sais-je encore. Donc c'est ce que j'ai toujours dit, un artiste c'est un psychologue, c'est un philosophe, c'est un anthropologue, c'est dans l'observation des phénomènes qu'il crée. Malgré le faible investissement de certains acteurs dans le showbiz nigérien, les artistes s'en sortent tant bien que mal. Je vis de ma musique, je fais rien que la musique. Donc j'estime que je vis bien avec ma musique. Il faudrait que les Nigériens même commencent à penser au showbiz. Les showbiz, s'il y a quelqu'un qui a 1 milliard, il peut investir dans la musique, c'est dans la musique, dans le sport, dans le cinéma, dans tout ce qui s'ensuit. Et je vous jure que si tu mets 1 milliard, dis-toi, quand tu fais bien tes calculs, tu auras le double ou le quadruple. Maintenant, il faut que les Nigériens commencent à penser dans ce sens. Je peux dire alhamdoulilah parce que moi, la chance que j'ai eue, peut-être les autres n'en ont pas. On ne vit pas comme on doit vivre à l'aise, mais quand même on arrive à joindre les deux bouts avec les moyens qu'on trouve. Un vibrant appel est lancé une énième fois à l'endroit des autorités en charge de la culture pour valoriser et pousser plus loin les artistes nigériens. Voilà, on clôture musicalement cette édition du soir. Merci de nous rester fidèles. La suite des programmes, n'est-ce pas, d'autres informations sur tambara.net et sur YouTube. Au revoir et très bonne fin de soirée à tous. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.